Lucie Aubrac, il faut rappeler le rôle des femmes parce que les hommes sont partis au combat, il reste les femmes, les enfants et puis les grands-parents. Oui. Et alors les femmes, elles sont très actives. Elles sont les femmes sont... Je vais vous poser une question toute simple. Dites-moi quel est le masculin de dactylo et d'assistante sociale avant 1940, avant la Résistance. Ça n'existait pas. Non. Il n'y avait pas un homme qui savait taper à la machine. Maintenant, tous les gosses au lycée savent se servir d'un ordinateur. Donc, qui est-ce qui nous a tapé nos premiers tracts? C'est la secrétaire de la directrice de mon lycée, c'est la femme qui était dans un syndicat dans une usine, c'est la postière. Ce sont des gens comme ça, tout simple. Il fallait des dactylos, il fallait taper des textes, c'était un rôle féminin. Assistante sociale. À partir du moment où les gens sont arrêtés, hommes ou femmes d'ailleurs, il faut s'occuper de la famille, des enfants. Il y a des tas de ceux qui sont en prison. Il n'y a pas de machine à laver le linge dans les prisons à ce moment-là. Il n'y a pas de douche. Il faut aller chercher le linge sale. Il faut rapporter le linge, il faut leur rapporter du linge propre. Il faut risquer de se faire ramasser d'ailleurs. Il y en a qui se sont fait ramasser parce qu'on se servait de ça comme moyen de communication. Les messages, une petite feuille de papier à cigarette très fine, une mine de crayon avec quelque chose d'écrit dessus, une autre feuille avec rien. Passant dans le linge propre qui part. On l'a cousu dans l'ourlet, comment on a fait? Oui, dans les ourlets de chemise. Dans ce temps, les hommes avaient des chemises qui allaient aux genoux. On appelait ça des pans de chemise. C'est bon, ça n'existe plus maintenant. Mais dans ces ourlets de chemise, dans la doublure des cols aussi, ils le savaient, les types qui étaient arrêtés, si c'était des résistants. Et qui c'est qui portait les messages? Ça ne pouvait pas être un homme. Il fallait que ce soit une femme qui porte ça. Et regardez, pour mon cas personnel, on a dit que j'étais une héroïne. C'est pas vrai du tout. Mais il n'y avait pas un homme qui pouvait aller trouver Barbie et dire « Je suis enceinte, je suis une fille mère et je veux épouser l'homme qui m'a mis enceinte. » Moi, j'étais enceinte pour de vrai. Ouais. J'avais une carte où je m'appelais une carte d'identité, j'étais mademoiselle. Je pouvais à ce moment-là... maintenant, on dit une mère célibataire. Dans ce temps-là, on disait une fille mère. Donc, j'avais un motif noble pour aller le voir et valable. Mais ce n'était pas un homme qui voulait le faire, c'était une femme. Qui c'est qui jouait le rôle d'une cheftaine, d'éclaireuse ou d'éclaireur en transportant des petits mômes avec un foulard d'un quart à un autre quart pour qu'ils arrivent en Ardèche, au Chambon-sur-Lignon, pour être cachés par les paysans dans ces montagnes cévenoles et protestantes? C'était des femmes. Les agents de liaison. Un aviateur anglais, et Dieu sait qu'il en est tombé en parachute de ces aviateurs anglais avec les avions démolis. Un aviateur anglais, il faut qu'il regagne son point de départ. Ça peut être les bords de la Bretagne, où un bateau va le conduire au large et une frégate va le rattraper. Mais il ne va pas circuler tout seul, il ne sait pas un mot de français. Qui c'est qui va être à son bras? Ce n'est pas un homme, ça ne se faisait pas. C'est une femme, une jeune femme. Et ces jeunes femmes, elles ont vraiment été les auxiliaires actifs de la résistance. Le cas des femmes de mineurs, les mineurs du Nord n'ont pas accepté, dans les conditions matérielles où ils étaient, de continuer d'arracher du charbon dans les mines, au fond, ça existait encore à ce moment-là, parce que c'était pour servir l'industrie allemande. Alors ils ont fait grève. Du coup, l'organisation des houillères leur ont coupé leur salaire. Et certains ont été mis en prison. Ils ont continué la grève. Il n'y avait plus de salaire. Qu'est-ce que la femme et les gosses allaient manger? Les femmes ont pris leur cabas à provisions, ont fait le tour des villes et des communes où ils habitaient, des fermes dans la campagne, et ont ramené de la nourriture. Ça a duré 3 mois. Et racontez-nous l'histoire, par exemple, de cette femme du monde qui transporte des documents. Ah oui, celle-là... Dans la Résistance, on l'appelait la cousine. C'était la femme d'un magistrat de Grenoble. Et elle vient à Lyon chercher des papiers d'identité pour des jeunes communistes en plus. Elle allait à la messe presque tous les jours. Et bien, elle avait une jolie petite mallette en cuir faux, formidable, une chemise de nuit en soie, tous les ingrédients pour être une belle femme bien aménagée. Oui. Et là-dessous, il y avait les 6 cartes d'identité. Et dans le train, le contrôle, quand on faisait ouvrir les valises, c'était à cause du marché noir. Et cette jolie petite valise, il y a un policier qui a dit « Ouvrez votre valise, madame ». Elle a dit « Je veux bien, mais mettez des gants. Parce que moi, c'est mon linge. Regardez, monsieur. » Elle a ouvert sa valise. On a vu la jolie petite chemise pliée là-dedans, puis on a refermé. Et elle m'a dit après,
J'ai eu envie de faire pipi. C'est là qu'elle avait manifesté sa frousse. C'est une femme très courageuse. Et on les avait... Dans le 16e arrondissement, ces femmes, elles avaient été dans des établissements privés, souvent elles avaient appris un peu d'anglais. Où est-ce qu'on allait cacher un malheureux pilote anglais qui ne savait pas un mot de français? On n'allait pas le mettre dans le 13e arrondissement où les ouvriers n'auraient pas pu lui parler. Eh bien, ils étaient là. Et je connais des femmes du 16e arrondissement, dont plusieurs déjà sont décédées, qui sont parties en déportation parce qu'elles ont été dénoncées pour avoir chez elles un étranger. Et c'était un pilote anglais qui, lui, parce qu'il était en uniforme, était considéré comme prise de guerre. Et les femmes, elles étaient tout bonnement des terroristes.